satellites qui nous permettent donc la géolocalisation. Il y a au total donc plusieurs satellites en orbite autour de la Terre et on a calculé hier qu'ils avaient une période de rotation de, je ne sais plus où c'est, de 12 heures. D'accord? Donc, ces petits calculs, qui ne sont pas du tout niveau terminal, hein, qu'on sait faire depuis bien longtemps, nous conduisent à une période de rotation des satellites de 12 heures. Et donc, comme il y a 24 satellites qui tournent en même temps autour de la Terre, ça fait grosso modo, statistiquement, entre 6 et 10 satellites qui nous survolent. OK. Alors ensuite, on vous demandait quelle est la durée mise par le signal pour aller du satellite au GPS. Nous avons calculé, puisque le signal est une onde électromagnétique et qui se déplace donc à la vitesse de la lumière, et que le satellite est à 20 000 km d'altitude, nous avons calculé que la durée mise par le signal était de 66,7 millisecondes. Ensuite, on s'est posé la question pourquoi les récepteurs de nos voitures doivent être resynchronisés, parce que nos GPS ne disposent pas d'horloge atomique et nous avons vu précédemment, dans un chapitre donc précédent, qu'il était très important de faire une mesure précise de la durée, sinon on allait se tromper sur l'estimation de la position, d'accord, de la distance. Donc, il faut sans arrêt remettre à l'heure précise nos GPS de voiture. Puisque dans la question 6, et c'est sur celle-là que nous nous sommes arrêtés hier, nous avons vu qu'un décalage, ne serait-ce que d'un millionième de seconde, d'accord, c'est minime, eh bien, un millionième de seconde entraîne une erreur sur la position de 300 mètres. D'accord ? Allez, nous en étions là, on continue. Comment expliquer que les horloges des satellites vivent en effet au rythme du temps propre du satellite qui diffère du rythme des horloges terrestres? Voilà cette partie qui était donc extraite du document que je n'ai pas lu hier. D'accord? Il était écrit que les horloges des satellites vivent en effet au rythme du temps propre du satellite qui diffère du rythme des horloges terrestres. Est-ce que quelqu'un veut intervenir pour dire ce que ça signifie? Je peux mettre en route l'audio si vous préférez. Allez, c'est possible. Vous pouvez parler si vous le souhaitez. Bonjour Randy. Le réveil a sonné trop tard, Randy? Franchement, tu viens de te lever? Alors, oui, Simon, c'est parce que les satellites ont une vitesse non nulle par rapport à la Terre que le temps s'écoule différemment. Tu as tout à fait raison. Donc, ils vont vivre en effet au rythme du temps propre du satellite. Je vous rappelle que les événements qui m'intéressent, hein, on a dit que pour définir le référentiel propre, il fallait identifier dans quel référentiel les événements avaient lieu au même endroit. D'accord? Donc, quels sont les événements qui m'intéressent? Est-ce que vous arrivez à identifier de quoi on parle? Qu'est-ce qui m'intéresse? Allez, je vous laisse réfléchir. Oui, c'est ça, Lucas. Dans nos voitures, on ne règle jamais l'heure, ça se cale automatiquement sur le satellite et on a la même heure sur notre pendule que sur le GPS. Tout à fait. On se synchronise. D'accord? Le GPS, donc, parle, communique avec le satellite. Évidemment. Alors, donc, je vous demandais quels sont les événements qui m'intéressent pour savoir quel est le référentiel propre et quel est donc le référentiel impropre. Hein, puisqu'on a dit dans le cours, on a donc défini tout ce formalisme qui nous permet de résoudre les exercices. Eh bien, pour comprendre, il faut identifier de quels événements on parle. On dira que le référentiel propre est le référentiel dans lequel les événements ont lieu au même endroit. Donc, de quels événements parlons-nous ici?
Alors, nous allons parler, je vais répondre, hein, puisque je vois qu'il n'y a pas de retour. Les événements qui m'intéressent ici sont l'émission du signal, la réception du signal, d'accord? Puisque tout part du satellite, hein. Le satellite émet une onde électromagnétique qui est donc reçue par le GPS sur Terre qui me le renvoie. Donc, les événements qui vont m'intéresser sont l'émission et la réception de cette onde électromagnétique. Cette émission et cette réception de cette onde électromagnétique se feront où? Dans le satellite. Donc, l'émission et la réception du signal ont lieu au même endroit qui est le satellite. Donc, le référentiel propre est le référentiel lié au satellite. Dans ce référentiel, oui. Alors, dans ce cas-là, Chloé, c'est ça qui m'intéresse. Alors, c'est vrai que, Chloé, jusqu'à présent, on a parlé à chaque fois d'émission et de réception. Quand on était dans l'expérience de pensée d'Einstein et qu'on considérait cette source qui émettait un rayon lumineux qui allait se réfléchir sur un miroir et revenir sur la source, eh bien, c'était aussi les deux événements considérés étaient l'émission, la réception. Est-ce qu'on a fait des exercices hier? Hier, c'était le départ et l'arrivée du vaisseau spatial, si tu te rappelles, la planète des singes. D'accord? Donc, les événements qui m'intéressaient, c'était je pars, ce qui marquait la situation était le départ du voyage et l'arrivée du voyage. Le départ du voyage et l'arrivée du voyage se faisaient par rapport au vaisseau, dans le vaisseau, au même endroit. Donc, le vaisseau était le référentiel propre. D'accord? Donc, les événements qui m'intéressaient étaient le départ, l'arrivée qui avait lieu dans le vaisseau, bien sûr, par rapport au référentiel du vaisseau. Donc, on verra hein, à chaque fois de quoi on parle. Ce n'est pas systématiquement émission et réception d'un signal. Hein. Il faut s'adapter à l'exercice. On verra un autre type d'exercice aujourd'hui aussi et un autre type d'événement du coup aussi. Donc, là, les événements qui m'intéressent, hein, dans le cas de la localisation par GPS avec les satellites, c'est l'émission d'un signal, la réception. Donc, ces deux événements ont lieu effectivement dans le référentiel du satellite au même endroit. Donc, le référentiel lié au satellite est le référentiel propre. Donc, dans ce référentiel, je mesure une durée propre. Et je sais, d'après mon cours, d'après ce que j'ai mis en évidence avec l'expérience de pensée d'Einstein, que la durée mesurée dans l'autre référentiel, ici le référentiel terrestre, est égale à gamma delta Tp. Et comme gamma est nécessairement plus grand que 1, delta Tm est nécessairement plus grand que delta Tp. Donc, la durée mesurée sur Terre sera plus grande que la durée mesurée sur satellite. Et donc, je comprends ainsi que dans le satellite, le temps ne s'écoule pas de la même façon. C'est ce que disait Simon tout à l'heure. Donc, la durée mesurée par une horloge embarquée dans un satellite est appelée la durée propre. Le mouvement du satellite par rapport à la Terre est à l'origine d'une différence de durée conformément à la théorie de la relativité restreinte. Pour un observateur terrestre en mouvement par rapport au satellite, la durée mesurée par une horloge dans le satellite est plus courte que celle mesurée par une horloge terrestre. C'est ce qu'on a appelé la dilatation des durées. D'accord? Allez, donc ça, j'espère que c'est clair. On continue. Exprimer la durée delta Tm mesurée par une horloge terrestre par rapport à la durée delta Tp mesurée par l'horloge du satellite. Alors, je vois que j'ai perdu l'écran, je le repartage. Alors, on vous demande d'exprimer la durée delta Tm, donc il n'y a pas de difficulté. Je viens de le dire, je pense à l'oral. Quelle est la relation qui lie delta Tm à delta Tp? Est-ce que vous pouvez répondre? Delta Tp égale gamma delta Tm, excellent, d'accord, le truc simple qu'il faut retenir. Par contre, le gamma est donné, d'accord, donc je vous ai remis ici la relation, et le gamma, c'est 1 sur racine de 1 moins V sur C au carré. Rappelez-vous, on a dit V est inférieur à C, donc ce membre-là est compris entre 0 et 1, donc au dénominateur, on a un chiffre compris entre 0 et 1, donc forcément, gamma est plus grand que 1. Et le gamma, il ne faut pas l'apprendre à l'X. De toute manière, maintenant, entre ce qu'il faut apprendre et ce qu'il ne faut pas apprendre, ça n'a plus trop de sens, puisqu'il n'y a plus le bac au bout. OK? Donc, effectivement, pour ceux qui font des études scientifiques, tout ça, vous y reviendrez.
dessus. On ne va pas estimer quand vous allez commencer votre année en septembre l'année prochaine que ça, vous le savez par cœur. D'accord? Donc, même pour plus tard. Alors, en utilisant l'approximation suivante. Donc, ça, c'est des maths. Si x est petit devant 1, alors on montre en maths que 1 plus x à la puissance alpha est à peu près égal à 1 plus alpha x. D'accord? On peut s'amuser à faire ça à la calculatrice. Vous prenez un x qui est petit devant 1, donc genre 1 plus 0,01. Vous le mettez à la puissance que vous voulez et ce sera égal à 1 plus la puissance fois 0,01. D'accord? Donc, ça marche sans problème. Eh bien, montrer qu'on peut écrire delta m égale delta TP fois ce machin-là. Donc, peut-être qu'il faut que je passe sur le tableau pour que ce soit plus simple pour vous. Donc, je passe sur le tableau pour vous faire cette démonstration-là, qui est très, très courte. Hein, vous allez voir, c'est assez simple. Donc, delta TM, vous savez que c'est égal à gamma delta TP. Que gamma, c'est 1 sur racine de 1 moins V au carré, delta TP. Donc, il faut que je le fasse apparaître de la forme 1 plus x à la puissance alpha. Alors, est-ce que j'ai ici un 1 plus x à la puissance alpha? Regardez bien ce membre-là. Et est-ce que vous pouvez me l'écrire sous la forme 1 plus x à la puissance alpha? D'accord? C'est ce membre-là. Donc, ce que j'ai encadré en rouge, je vais essayer de faire apparaître du 1 plus x à la puissance alpha. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous vous rappelez, la racine, c'est équivalent à une puissance. Laquelle? Parfait, très bien. Et alors, quand j'ai la racine au dénominateur, c'est équivalent à quelle puissance? Impeccable, Franck. OK, impeccable. Donc, moins 1,5. Très bien. Donc, du coup, ça, je peux l'écrire. Je vais mettre égal, hein, parce que pour l'instant, je n'ai rien changé. C'est 1 moins V sur C au carré, puissance, moins 1,5. C'est une autre façon de l'écrire. D'accord? C'est exactement la même chose. La première ligne ou la deuxième ligne, ça revient exactement au même. Donc, 1,5 pour la racine, moins 1,5 parce qu'elle était au dénominateur. OK? Alors maintenant, il faut que je l'écrive. Je vais me servir de l'approximation 1 plus x à la puissance alpha égale 1 plus alpha x. Donc, du coup, c'est ce que je vais faire. Du coup, ça devient 1, alors plus alpha x. Sauf que nous, ici, je vais changer de couleur, vous avez un moins. D'accord? Donc ici, j'aurai à la place du plus un moins. Sauf que j'ai aussi un moins là. Donc, moins par moins, ça va revenir à plus. D'accord? 1 plus moins fois moins, ça fait bien plus. Donc, si je reviens ici, ça fait 1 plus alpha, c'est 1 sur 2, fois x, c'est V sur C au carré. Et tout ça fois delta TP. Et d'ailleurs, maintenant, je ne devrais pas marquer égal, mais à peu près égal, puisque ça y est, je suis passée à une approximation. Donc, je me rends compte que c'est bien égal à 1 plus bêta au carré sur 2 fois delta TP. C'est ce qu'on me demande de prouver. Et bêta, c'est égal à quoi? À V sur C. Donc, c'est bien ce que l'on m'a demandé de prouver. Vous avez vu, il n'y a pas un grand raisonnement. En 2 lignes, je m'en sors. J'espère que c'est compris par tout le monde. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Vous avez l'audio, hein, donc vous pouvez demander la parole, c'est aussi plus simple. Pour Chloé, c'est bon. Pour les autres, est-ce que ça le fait aussi? Je me dis que chaque fois, si vous ne réagissez pas, c'est que c'est clair et que c'est compris. Hein, donc, je me rassure comme ça. Mais OK, Damien, ça marche. Allez, donc je vais du coup retourner sur l'activité.
Allez, ça marche. Très bien. Je retourne sur l'activité. Je vois que visiblement, vous avez beaucoup de problèmes de connexion aujourd'hui puisque vous n'arrêtez pas de quitter ou revenir. Donc, j'espère que Dorian peut enregistrer, comme ça vous pourrez la revoir, cette vidéo, si jamais il y a besoin. Alors, donc je reviens ici sur le document partagé. Et donc, je peux supprimer le cache. Et voici donc la démonstration. D'accord? Mais c'est plus simple de la suivre sur le tableau. Donc, voilà ça. Donc, je n'ai pas de questions. Du coup, on continue. Allez, donc question d'après. Retrouver par le calcul le retard de 82 picosecondes par seconde évoqué dans le texte. Si je reviens dans le texte que je n'ai pas lu, je ne sais plus où ça va être, on va le retrouver rapidement, c'est pas là, c'est dans la dernière. Il était écrit, à une altitude de 20 000 km, le satellite a une vitesse d'environ 3,85 km par seconde, ce qui entraîne un retard de 82 picosecondes par seconde entre l'horloge de bord et les horloges du sol. D'accord? Donc, voilà la saisie d'infos ici. Et on me demande de vérifier cette donnée. Donc, montrer que, effectivement, sur le satellite, on a un retard de 82 picosecondes par seconde. Alors, comment faire ceci? Est-ce que vous avez une idée? Forcément, je vous ai dit, toujours dans un sujet, quel qu'il soit, et surtout s'il est bien fait, on vous raconte une histoire, et donc les questions, normalement, s'enchaînent. Donc, je vais certainement utiliser la question précédente, sinon on ne m'aurait pas fait approximer ma relation pour arriver au 1 plus bêta, machin chouette, pour rien. Donc, je vais devoir utiliser ceci. Allez, j'enlève le cache. Je vois, je n'ai pas de retour de votre part. Donc, je repars de ce que je viens de montrer. Delta Tm égale delta Tp, 1 plus bêta au carré sur 2, avec le bêta égale V sur C. D'accord? Moi, je veux montrer, alors écoutez bien, n'essayez pas de lire ce qui suit, concentrez-vous sur petit à petit les étapes. Moi, je veux montrer que j'ai un retard sur le satellite de 82 picosecondes chaque fois qu'une seconde s'écoule. C'est ce que ça veut dire, d'accord? Donc, je vais prendre delta Tp égale 1 seconde. Donc, je veux montrer, je pars, c'est mon choix, mais vous prendriez 2 secondes, 3 secondes, le résultat serait le même. Donc, c'est mon choix. Je dis qu'une durée de 1 seconde s'est écoulée sur le satellite. Donc, vu que je suis dans le satellite, que c'est le référentiel propre, on en a parlé, eh bien, c'est delta Tp qui vaut 1 seconde. Donc, c'est mon choix. Delta Tp égale 1 seconde. Et je vais voir, du coup, combien vaut delta Tm. Et je verrai s'il y a un retard, une avance et de combien. Donc, on a delta Tm égale, je remplace dans cette relation au-dessus, delta Tp égale 1, donc il ne reste plus que 1 plus bêta au carré sur 2, et bêta, c'était V sur C, donc V carré sur 2C au carré. Donc, j'espère qu'à ce niveau-là, je ne perds personne. OK? Donc, regardez ce que je fais ensuite. Je garde l'addition. Ça fait 1 plus, faites le calcul. Je prends ma calculatrice, je le fais en même temps que vous. Le V, rappelez-vous, c'est la vitesse du satellite. Donc, c'était dans la dernière diapo, 3,85. Donc, je fais 3,85. Ce sont des kilomètres par seconde, donc je vais me mettre en mètres. Donc, 10 puissance 3. Le tout au carré. D'accord? 3,85, 10 puissance 3, le tout au carré. Hop, je reviens sur ça. Divisé par 2 fois C au carré, donc 3 10 puissance 8 au carré. Voilà, je fais mon calcul en même temps que vous. Et je trouve 8, ce que j'ai écrit là à l'écran, 8,2 10 moins 11 secondes. Rappelez-moi ce que sont les picosecondes. Que veut dire pico? Ça, c'est essentiel, d'accord? Il faut absolument, donc pour tous ceux qui continuent dans le supérieur sur des études scientifiques, que vous maîtrisiez vos préfixes. Donc, pico, bonjour Victor, le réveil n'a pas sonné? Hugo, c'est effectivement 10 moins 12. Ah, bravo, en plus, t'assumes.
Alors, donc, 10 moins 12 secondes. Donc, 8,2, 10 moins 11 secondes. Vous multipliez par 10, ça fait 82. Mais si vous multipliez par 10, du coup, vous faites 10 moins 1 derrière. Dites-le moi hein, si ce n'est pas clair. Donc, ça fait 82 fois 10 moins 11 fois 10 moins 1. Donc, 82 fois 10 moins 12 secondes. Donc, 82 picosecondes. Donc, que montre ce calcul? Ce calcul montre que lorsqu'une seconde s'est écoulée dans le satellite, il s'est écoulé sur Terre 1 seconde plus 82 picosecondes. Donc, je montre ainsi que la durée mesurée sur Terre est bien plus grande. Hein, c'est le phénomène de dilatation des durées dont on a parlé tout à l'heure. Et j'évalue, je quantifie ce retard. Je vois bien que le satellite est en retard. Le temps s'y est écoulé moins vite, puisque sur Terre, c'est 1 seconde plus 82 picosecondes. Donc, il y a bien un retard sur le satellite et un retard de 82 picosecondes. Je n'ai pas trop compris. Riyad, à quel moment tu lâches? À quel moment? Est-ce que le calcul est OK? Riyad, est-ce que le calcul est compris? Non, justement, vous pouvez… Alors, est-ce que je peux partir de cette première étape-là? Je ne sais pas si tu vois bien ma souris qui bouge. Donc, delta TM égale delta TP, 1 plus bêta carré sur 2. Donc ça, on est bon. C'est ce qu'on a fait dans la question précédente. Donc là, on me demande de calculer, faire un calcul clairement. Hein. Il faut que je vois tiens, quelle est la différence entre la durée mesurée sur la satellite et la durée mesurée sur Terre. Et on me dit que j'ai 82 picosecondes par seconde de retard. Donc, chaque fois qu'une seconde se passe, 82 picosecondes de retard. Donc, cet énoncé me suggère de prendre un delta TP de 1 seconde. D'accord? Je dis, tiens, voyons voir ce qui se passe quand dans le satellite, il s'est écoulé 1 seconde. Mais Riyad, si tu ne savais pas comment partir, tu aurais pu dire, bon, ben, voyons ce qui se passe quand il s'est passé 2 secondes, n'importe quoi. Ça n'aurait pas changé ton résultat ici. Donc là, la question concerne ce qui s'est passé pour 1 seconde. Donc, je prends 1 seconde. Qu'est-ce qui s'est passé? Je fais mon calcul. Et là, j'espère que ce n'est pas les mathématiques qui te gênent, parce que vraiment, je le fais à la calculatrice. Hein. Tu fais ton V au carré, donc 3,85, 10 puissance 3, parce que c'est des kilomètres par seconde, au carré, divisé par 2 fois 3, 10 puissance 8 au carré, tu trouves ce machin-là. Est-ce que ce machin-là, tu sais pourquoi ça donne 82 picosecondes ou est-ce qu'il faut que je le démontre? Est-ce que tu as besoin que je le fasse? 8,2 10 moins 11, comment ça devient du 82 Ah, ok. Sinon, il n'y a pas de souci, hein, je peux le faire. Tiens, d'ailleurs, je vais le faire parce que je ne vois pas vos yeux, donc j'en sais rien. Donc, ça prend 2 secondes. Le 8,2 10 moins 11 secondes, je vais l'écrire, je veux du 10 moins 12, hein, puisqu'on m'a parlé de picosecondes, donc je veux du 10 moins 12. Pour faire apparaître du 10 moins 12, je vais… Oh mince. Pardon, je suis désolée, j'ai fait effacer au lieu de changer la couleur. Donc 10 moins 11 secondes, je veux du 10 moins 12 secondes pour avoir du picoseconde. Donc, si je veux du 10 moins 12, je vais multiplier par 10 moins 1. Comme ça, 10 moins 1 fois 10 moins 11, ça fera du 10 moins 12. Mais attention, je n'ai pas le droit comme ça de dire, tiens, je vais multiplier par 10 moins 1. Donc, voilà ce que je vais faire. Je vais multiplier par 10 puissance 1, puis par 10 puissance moins 1. Les deux s'annulent. 10 puissance 1 fois 10 moins 1, ça fait 10 puissance 0, ça fait 1. Donc, c'est comme s'il ne se passait rien. Mais ainsi, ici, je vais trouver du 10 moins 12 secondes, j'aurai donc les picosecondes, et ici, 8,2 fois 10 puissance 1, ça fait 82. D'accord? Donc, je trouve 82 10 moins 12 secondes, donc 82 picosecondes. Voilà, au moins ça, je suis sûre que c'est fait. Je reviens sur mon écran. J'ai donc montré que la durée mesurée sur Terre valait 1 seconde plus 82 picosecondes. D'accord? Donc, elle est plus longue, ça c'était normal. Et elle est plus longue de 82 picosecondes chaque fois qu'une seconde s'est écoulée. D'accord?
Donc, ça montre que mon satellite, il est bien en retard. Et il est en retard de combien? Chaque fois qu'une seconde se passe, il a 82 picosecondes de retard. Donc, 82 picosecondes, ce n'est pas mesurable sur ma montre au poignet. Donc, ça, je ne peux pas le voir. Mais on a vu qu'un décalage comme ça était important pour l'évaluation de la distance. Allez, question suivante. Si l'avance des horloges des satellites par rapport aux horloges terrestres à cause des phénomènes de relativité restreinte et générale n'était pas prise en compte, quelle serait l'erreur sur la mesure d'une distance au bout de 24 heures? C'est-à-dire, si j'avais lancé des satellites en orbite autour de la Terre sans savoir, sans comprendre ce phénomène de relativité, jamais je n'aurais pu faire de la localisation précise. Justement, on vous demande de combien j'aurais pu me planter. D'accord? Donc, c'est la question. Si on ne tenait pas compte de ces effets relatifs liés au phénomène de relativité restreinte, c'est-à-dire liés au fait que le satellite soit avec une vitesse non nulle par rapport à la Terre, lié au fait de la relativité générale, c'est-à-dire lié au fait qu'il y ait un phénomène de gravité en plus, eh bien, quelle serait l'erreur que je commettrais? Donc, une petite saisie d'infos avec un petit calcul aussi. Alors, quelle est la saisie d'infos qu'il faut faire pour pouvoir répondre à cette question? Déjà. Alors, est-ce que vous faites la saisie d'infos importante à faire? Sinon, je ne peux pas répondre à cette question. Vous voyez que la réponse doit être courte, hein, mais elle nécessite une saisie d'infos. Donc, on me dit qu'il faut tenir compte des phénomènes de relativité restreinte et générale. Alors, qu'est-ce qui est dit dans le document sur la relativité restreinte et générale? Est-ce que vous me faites la saisie d'infos importante? On a dit le phénomène de relativité restreinte lié au fait que le satellite se déplace à une vitesse de 3,85 km par seconde par rapport à la Terre implique un retard de 82 picosecondes par seconde entre les deux horloges. Ça, c'est par seconde. Donc, si vous faites votre calcul par jour, d'accord, sachant que dans un jour, il y a 24 heures et que chaque heure contient 3600 secondes, ce 82 picosecondes devient un 7,1 microsecondes par jour. Donc, du fait de la relativité restreinte, vous avez un retard de la durée mesurée sur le satellite de 7,1 microsecondes par jour. Et du fait de la relativité générale, vous avez aussi, regardez bien, à cause de ce deuxième phénomène, vous avez en plus un décalage, mais cette fois, ce sont les satellites GPS qui avancent de 45 microsecondes par jour par rapport à une horloge située au sol. Alors là, s'il vous plaît, ne me demandez pas, madame, c'est quoi ce phénomène, machin, comment il trouve les 45 microsecondes par jour? C'est la relativité générale. Relativité générale, c'est donc une relativité, donc une branche de la physique, plus large que la relativité restreinte, qui est donc restreinte, qui est limitée juste à l'étude du fait que des systèmes se déplacent à des vitesses différentes. La relativité générale prend en plus en compte le phénomène de gravitation. Ça, c'est vraiment en dehors de notre programme de terminale. Et pour avoir fait des études de physique, moi-même, je ne suis pas sûre de maîtriser bien la relativité générale. D'accord? Donc, ça n'a pas duré très longtemps dans mon cursus universitaire. Voilà, ça ne m'a pas marqué, disons. Donc, OK, on va leur faire confiance et on se dit, OK, du fait de la relativité générale, il y a donc également une différence de 45 microsecondes. Si je prends compte du coup de ces deux effets, relativité restreinte, relativité générale, ça fait quoi au final comme différence de durée entre la durée mesurée sur le satellite et la durée mesurée sur Terre? Allez, dites-moi. Au total, l'horloge sur le satellite, elle avance ou elle retarde par rapport à l'horloge au sol? Elle avance. Et de combien? Il y a
37,9, ok. Le calcul, c'est tout simplement 45 moins 7,1. Elle avance de 45 microsecondes, mais elle retarde de 7,1 par rapport au phénomène de relativité restreinte. Vous faites 45 moins 7,1 et vous trouvez 37,9 exactement. Donc, ça veut dire que la durée mesurée sur le satellite, une durée, et le temps mesuré sur le satellite est en avance de 37,9 microsecondes par jour par rapport au temps mesuré sur Terre. Bon, ben, du coup, on peut revenir à la question. Donc, on a fait cette saisie d'infos. Eh bien, quelle serait l'erreur sur la mesure d'une distance? Vous faites ceci, comme on a toujours fait, pour mesurer la distance. Donc, ça, c'est ce que j'avais fait, ce que vous m'avez dit de faire. J'ai gardé 2 chiffres significatifs, bref. Donc, on a un décalage de 38 microsecondes. Ce décalage de 38 microsecondes génère une erreur sur la distance de combien? Ben, vous faites la même chose que dans une des questions précédentes. Vous faites D égale C fois delta T. C, c'est toujours la vitesse de la lumière. Le delta T, c'est celui que l'on vient d'identifier comme 38 10 moins 6 secondes. Et vous trouvez 11 10 puissance 3 mètres, c'est-à-dire 11 km d'écart. Donc, si vous ne corrigez pas cet effet, donc les effets relativistes, vous auriez une erreur de positionnement de 11 km au bout de 24 heures. Voilà. Donc, voilà cette activité documentaire qui montre que, du coup, un GPS ne peut fonctionner correctement que si on tient compte des effets relativistes. D'accord? Parce que se tromper même sur une durée minime, ça crée, vu la vitesse de la lumière, une grosse erreur sur l'évaluation de la distance. Voilà pour cette activité, j'espère que c'est clair. On passe donc à l'activité documentaire suivante. Comment les muons peuvent-ils traverser l'atmosphère? Donc, cette activité sur les muons, c'est ce que l'on retrouve en sujet de bac. Je crois que j'ai mis un sujet de bac là-dessus. Donc, les muons, on va en parler, c'est une particule comme l'électron, le proton, etc. On va lire ensemble le document. Alors, l'expérience des physiciens Bruno Rossi et David Hall en 1941 est la première preuve expérimentale de la dilatation des durées. Donc, en 1941, déjà, on montre la dilatation des durées. Alors, je vous rappelle que Einstein l'avait prévu en 1905. D'accord? Donc, il a fallu attendre presque 30 ans, un peu plus de 30 ans, pardon, pour mettre en évidence ce qui était prévu par la théorie par Einstein au début du XXe siècle. Donc, elle consiste à compter le nombre de muons détectés en une heure au sommet d'une montagne ainsi qu'au niveau de la mer. Les muons sont produits par l'interaction entre les rayons cosmiques émis par le Soleil et la haute atmosphère de la Terre à une altitude d'environ 10 km et à une vitesse égale à 99,8% de la célérité de la lumière dans le vide. Ils se désintègrent spontanément pour donner d'autres particules. Donc ça, on en a parlé sur le premier chapitre de Terminal, quand on a parlé de rayonnement, d'ondes électromagnétiques, et on a vu cette gerbe de particules qui se crée lorsque le rayonnement solaire pénètre dans l'atmosphère, donc par collision avec les autres particules déjà présentes dans l'atmosphère, je crée plein de particules intermédiaires. Donc, ils se désintègrent spontanément, ces muons, et on vous dit qu'au repos, la durée de désintégration est de 2,2 microsecondes. C'est-à-dire qu'entre le moment où il est créé et le moment où il disparaît, il s'écoule 2,2 microsecondes. Alors, la suite, on vous raconte que le muon est une particule qui porte la même charge électrique que l'électron, mais il est plus lourd, 207 fois plus lourd. C'est pourquoi on l'appelle aussi l'électron lourd. Et l'idée de l'exercice est de comprendre en quoi l'observation des muons au niveau de la mer est une preuve expérimentale de la dilatation des durées. Alors, voilà l'exercice. Il est tout simple. Vous avez donc en haut de la montagne, vous détectez un certain nombre de muons et il se trouve qu'au niveau de la mer, vous détectez aussi un certain nombre de muons. Donc, ça veut dire qu'entre le moment où ils sont créés et le moment où ils se désintègrent, ils ont la possibilité de parcourir cette distance-là. Alors, cette distance, est-ce que j'en ai parlé? Non, si, 10 km. Ils sont créés à 10 km. OK. Allez, donc on y va. Première question. Calculer la distance parcourue par un muon pendant 2,2 microsecondes.
Donc, toujours pareil, hein, la relativité, vous pourriez dire, ah, c'est super dur la relativité, seulement il n'y a qu'une seule formule qu'on a utilisée, ce fameux delta TM égale gamma delta TP. Après, tous les autres calculs que l'on a utilisés étaient des calculs que l'on maîtrise depuis le collège. Donc, ici, on me demande de calculer une distance. Bon, ben, je fais comme j'ai appris au collège, distance égale V fois delta T. D'accord? Donc, ici, ce n'est pas de la lumière, donc je garde bien le V fois delta T. Il y en a qui l'ont fait? Il y en a qui peuvent me dire combien vous avez trouvé? Très bien pour Chloé. Très bien. Donc, ça veut dire qu'il y avait Chloé, Charline qui avait fait, pareil Hugo. Donc, c'était une activité à faire. Je compte quand même sur vous pour essayer de faire un peu des devoirs, malgré tout, hein, ce que je donne, pour continuer à faire fonctionner vos neurones. Donc, effectivement, vous faites D égale V fois delta T. Le V, on vous l'a donné dans l'énoncé au-dessus, c'est 0,998 fois C fois delta T. Je remplace par les valeurs. Le delta T, attention, c'est 2,2 microsecondes. Tout le monde peut voir que le microseconde, c'est 10 moins 6. Et quand je fais ce calcul, j'aboutis donc à une distance de 659 mètres. Alors, vous ferez attention, je regarde. Eh ben, tiens, donc ni Chloé, ni Charline, ni moi n'exprimons correctement notre résultat. Allez, qui critique? Alors, ok Charline, très bien. 6,6, 10 puissance 2. Pourquoi Élise 3 chiffres significatifs? Ok. Donc, pour tous ceux qui répondent, c'est bon. Là, sauf pour Élise. Je voudrais vérifier Élise qui est... Ah, ok. Qui n'est pas d'erreur. D'accord? Donc, je suis limitée en fait par la durée. La durée, avant que le muon se désintègre, elle est donnée avec deux chiffres significatifs, 2,2 microsecondes. D'accord? Donc, en tout cas, ce que proposait Chloé au départ, le 650, je sais pas quoi, virgule, avec deux décimales, ça n'allait pas. Charline proposait du 660, donc elle arrondissait aussi beaucoup et gardait trois chiffres significatifs. Moi, j'en garde trois, d'accord? Donc, c'est critiquable, effectivement, parce qu'il n'en faudrait que deux. Voilà. Alors, donc, le muon, pendant sa durée de vie, peut parcourir 659 mètres. D'accord? C'est ce que je viens de calculer. Alors, question 2. Pourquoi le fait que des muons parviennent à la surface de la Terre est-il une preuve expérimentale de la dilatation des durées? Qu'en pensez-vous? Allez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proposer une réponse? Ok, Chloé. Est-ce que quelqu'un veut aller plus loin? Oui, alors tu peux prendre la parole aussi. J'ai mis l'audio si tu veux parler, ce sera avec plaisir. Tu n'as pas de micro, Alix. Ok. Alors, donc, il parcourt 10 km. D'accord? Effectivement, on vous dit qu'on les trouve à la surface de la mer, là, au niveau de la mer. Or, ils ont été créés 10 km au-dessus, en altitude. Donc, s'ils ont été créés 10 km en altitude, ça veut dire qu'ils ont parcouru 10 km. D'accord? Or, le calcul me dit que pendant leur durée de vie, ils ne peuvent parcourir que 659 mètres. Donc, il y a un problème. Donc, si effectivement, il n'y avait pas de dilatation des durées, ils ne seraient pas capables d'atteindre le sol. Donc, il y a effectivement ce phénomène de dilatation des durées qui est à l'origine, qui permet de comprendre que l'on trouve des muons à la surface de la mer. Alors maintenant, racontez-moi, du coup, ce 2,2 microsecondes, c'est quoi? C'est une durée propre, une durée impropre? Quels sont les événements que l'on considère? Pour répondre à la question de Chloé de tout à l'heure, est-ce que les événements sont toujours émission-réception? Donc ici, est-ce qu'il s'agit d'une émission, d'une réception, du début du voyage et de l'arrivée du voyage? Trouvez-moi les événements qui m'intéressent. Alors, ok, on va se mettre sur le référentiel du muon, mais s'il te plaît, Alix, précise-moi quel est l'événement 1, l'événement 2.
En fait, chaque fois, il faut vous poser la question, qu'est-ce qui délimite ma durée? La durée, c'est un delta T, donc un TF moins un TI, un temps final moins un T initial. Qu'est-ce qui fait que je vais lancer le chrono? Qu'est-ce qui fait que je vais l'arrêter? Donc, dans le cas de l'expérience d'Einstein, ce qui déclenchait le chrono, c'était, tiens, au moment où j'émets le signal, et je l'arrête quand je reçois le signal. D'accord? Quand c'était sur le vaisseau, le moment où je lance le chrono, c'est le moment où le vaisseau part. Le moment où je l'arrête, c'est le moment où le vaisseau arrive. Ici, parfait, Charline. Le moment où je lance le chrono, ben, c'est lorsque le muon se crée et l'horloge, le chrono est arrêté lorsque le muon disparaît, donc lorsque le muon se désintègre. Très bien. Donc, parfait pour avoir identifié les deux événements qui m'intéressent, les deux événements qui cadrent en fait la durée, le départ, l'arrivée, qu'est-ce que c'est? Donc, la création du muon, la désintégration du muon. Donc, dans quel référentiel ces deux événements ont lieu au même endroit? C'est ce qui définit le référentiel propre. Donc, dans quel référentiel la création du muon et la désintégration du muon ont lieu au même endroit? Allez, je vous attends pour la réponse. Dans le référentiel. Alors, ok, mince, j'ai 50-50. Ok, j'ai du 50-50. Alors, je vais demander du coup aux autres de se positionner pour voir comment évoluent mes statistiques là. Allez, on dirait que la balance penche sur le référentiel du muon, effectivement. Si vous êtes sur la Terre, si vous êtes vu de la Terre, le muon va se créer en altitude, à 10 km d'altitude, et il va se désintégrer un peu plus bas, d'accord? Un peu plus bas, donc pas au même endroit. Donc le référentiel terrestre n'est pas le référentiel propre. Par contre, si je me place dans le référentiel du muon, ben forcément, vu du muon, le muon se crée au niveau du muon et le muon se désintègre au niveau du muon. Donc, la création et la désintégration du muon ont lieu par rapport au muon au même endroit. Le référentiel du muon est donc le référentiel propre. Donc, vu du muon, la durée qui s'écoule entre sa création et sa désintégration vaut ce qu'on a dit, 2,2 microsecondes. Vu de la Terre, maintenant, combien vaut cette durée? Et alors, ça marche bien dans ce sens-là, parce que rappelez-vous, toujours delta Tm égale gamma delta Tp. Et que delta Tm est nécessairement plus grand que delta Tp, puisque gamma plus grand que 1, puisque vitesse de la lumière supérieure à toute autre vitesse. Donc, ça veut dire que la durée mesurée depuis la Terre ici sera forcément plus grande que 2,2 microsecondes. Et ça marche bien, parce que si la durée est plus grande, je comprends que la distance qu'il va pouvoir parcourir sera plus grande. Alors, Chloé me dit, on peut dire qu'à chaque fois, le référentiel propre est celui en mouvement. Alors, j'irai pas jusque-là, Chloé. J'irai pas jusque-là. D'accord? On ne va pas systématiser ceci. D'accord? Il faut toujours se poser ces questions-là. D'accord? Parce que quoi? Parce que tu dis que le muon est en mouvement, mais la Terre est en mouvement aussi, Chloé. D'accord? Donc, cette notion de mouvement, elle est difficile. Le mouvement, c'est relatif. Donc, oui, le muon est en mouvement par rapport à la Terre, mais la Terre est aussi en mouvement par rapport au muon. OK? Donc, je ne veux pas qu'on rentre là-dedans. Chaque fois, je préfère que vous vous posiez vraiment la question. En plus, il y a dans un exemple du cours, un exemple de la fusée qui passe devant la Terre, qui envoie son tir laser vers la Lune. Et dans ce cas-là, c'est la Terre qui est le référentiel propre et la fusée le référentiel impropre. Vous regarderez cet exemple dans mon cours qui est donc sur l'ENT. Alors, donc, du coup, on a drôlement bien avancé. Alors, je n'avais pas enlevé ça. Donc, ça, on l'a dit. Et maintenant, on en est là. La question 3, du coup, on vient de dire que le référentiel propre était le référentiel lié au muon, que du coup, la durée qui sépare la production et la désintégration vaut dans ce référentiel 2,2 microsecondes. Donc, je vais pouvoir calculer la suite, c'est-à-dire delta Tm. OK?
Donc, la suite, c'est je calcule delta TM en fonction de delta TP, puisque delta TP vaut 2,2 microsecondes. Je remplace tout ça dans ma formule. Le vitesse du muon est connue. Je fais mon petit calcul et je trouve 35 microsecondes. Donc, vu de la Terre, la durée de vie du muon vaut 35 microsecondes. Du coup, je me doute que pendant cette durée qui est plus longue, la distance que va parcourir le muon est plus grande. Et donc, c'est ce que je vais faire. D'accord ? Donc, il y avait plusieurs étapes. Identifier le référentiel propre, donc en déduire que delta TP, c'était 2,2 microsecondes. Deuxième étape, calculer delta TM. Troisième étape, calculer maintenant la distance que va parcourir le muon. Donc, vu de la Terre, vous faites votre calcul de distance avec toujours la même D égale V fois delta T, mais attention, c'est delta TM vu de la Terre. Donc 998 fois C fois delta TM, vous faites ça, donc 0,998 fois 3 10 puissance 8 fois le 35 10 moins 6, 35 microsecondes, et vous trouvez 10 km. D'accord? Donc voilà, c'est rassurant. Je trouve qu'effectivement, que la distance que peut parcourir un muon dans le référentiel terrestre est de l'ordre de 10 km. Si je n'avais pas tenu compte du phénomène de dilatation des durées, je n'étais pas capable d'interpréter ce fait expérimental. S'il a figé l'écran, est-ce que vous êtes sur la diapo où il y a le calcul de la distance? Ou pas, Hugo? Non? Ah mince, vous voyez quoi du coup? Alors, attendez, je repartage. OK, je repartage. La diapo 62. Ah ouais, quand même. Ah donc, vous avez raté tout ce qu'il y avait avant. OK. Alors, visiblement, vous avez le son, mais moi, je n'ai pas l'accès. Alors, effectivement, mon écran a figé. Si je réactualise, je pense que je vais tout perdre. Alors, je vais essayer. Allez, je repartage. Hop. Dites-moi, ça ne va pas tarder à arriver, je pense. Ça y est, je l'ai. Est-ce que vous êtes sur la diapo 65? OK. Alors, du coup, vous n'avez pas vu ce qui précédait. Donc, je reprends peut-être rapidement. Donc, hop, là, je suis sur la diapo 63. Sur la 63, on vous demandait du coup d'identifier le référentiel propre. Donc, le référentiel propre, celui où les deux événements création et désintégration du muon ont lieu au même endroit. C'est le référentiel lié au muon. Dans ce référentiel, la durée vaut 2,1 microsecondes. Grâce à la relation delta TM égale gamma delta TP, j'en déduis la durée mesurée sur Terre depuis le référentiel terrestre. Donc, c'est juste le calcul que je fais à partir de cette relation, d'accord? Et vous trouvez 35 microsecondes. Donc, vu de la Terre, la durée de vie du muon vaut 35 microsecondes. Je finis en calculant du coup la distance que peut parcourir ce muon pendant cette durée. Donc, je fais V fois delta T, toujours pareil, mais faites gaffe, vous prenez delta T M, puisqu'on est dans le référentiel terrestre, je calcule la distance parcourue par le muon dans le référentiel terrestre. Donc, sa vitesse, c'est 0,998 fois la vitesse de la lumière, fois le 35 microsecondes, donc le 35 10 moins 6, et vous trouvez 10 km. D'accord? Donc, j'espère que tout le monde a pu récupérer tout ça. Et donc, on a pu interpréter le résultat expérimental grâce à la prise en compte du phénomène de dilatation des durées. Donc, en 1941, on montre par l'expérience les résultats annoncés par la théorie d'Einstein. Est-ce que tout ceci est compris? Alors, je me doute bien que certains ne seront pas le dire. Je sais bien que ça bouscule un peu les esprits, c'est pas du tout notre quotidien de dire « Ah, le temps s'écoule pas de la même façon dans les différents référentiels ». Mais quand même, je voudrais attirer votre attention sur le fait que c'est pas compliqué, d'accord? Il faut juste accepter l'idée qu'effectivement, du fait du mouvement, le temps ne s'écoule pas de la même façon. Et vraiment, j'insiste, retournez voir cette expérience de pensée d'Einstein dans le wagon, là, qui me semble essentielle pour comprendre. Et puis surtout, regardez, elle nous a permis de trouver la relation qu'il y avait entre delta TM, gamma delta et delta TP. Elle nous a permis de comprendre qu'effectivement, il y a une différence de durée mesurée
et que cela dépendait de la vitesse de l'un par rapport à l'autre. D'accord? Donc ça me semble essentiel. Après, vous voyez, les exercices ne sont pas difficiles. Alors, pour ceux que ça intéresse et ceux qui n'ont pas encore tout à fait faim, je peux corriger. Il y avait un exercice complémentaire à la fin des activités documentaires. Je ne sais pas si vous êtes amusé à le faire, donc je vais le corriger ici. Donc, voici l'énoncé. Dans Alice au pays des merveilles, Alice rencontre un lapin blanc très pressé qui doit se rendre auprès de la reine de cœur pour 10 heures très précises. Connaissant le caractère abominable de cette dernière, on comprend aisément qu'il se hâte. Aussi, on imagine, étant au pays des merveilles, après tout, que le lapin se déplace en ligne droite à une vitesse constante de valeur V égale 0,9 c, afin de ne pas faire attendre trop longtemps la royale personne. Le lapin passe devant Alice en criant qu'il doit se hâter pour ne pas être en retard. Alice note qu'il lui reste 10 nanosecondes pour être à l'heure. Au passage devant son trône, la reine constate que le lapin blanc a 5 nanosecondes de retard, ce qui la fait hurler. Question, ah non, pas encore. Le lapin tente de se justifier à l'aide des indications de sa propre montre, mais la reine s'irrite de plus en plus, accusant le lapin de minimiser son retard. On suppose que les montres de la reine et d'Alice sont parfaitement synchronisées. Problématique, est-ce une bonne stratégie de la part du lapin de courir aussi vite compte tenu de l'humeur de la reine? Alors, on y va? Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait déjà, l'exo? Alors, qui tu ne l'as pas fait? Est-ce que quelqu'un a tenté quelque chose ou quelqu'un se dit ou vous vous êtes dit non, c'est mort? Ok. Est-ce que Simon, tu es encore là? Est-ce que Simon, toi, qui est un peu plus fan de relate, est-ce que tu t'es essayé à résoudre l'exo? Ah, alors peut-être, tiens, pour répondre à Chloé, du coup, est-ce que vous voulez que j'y réponde ou est-ce que du coup, je vous laisse réfléchir ça pour jeudi? Qu'est-ce que vous en pensez? On se le fait ensemble ou vous essayez pour jeudi? On se le fait pour jeudi? Ok, moi ça me va, il n'y a pas de souci, comme ça vous aurez au moins l'occasion de… Alors celui-là, il est un petit peu… Il n'est pas très difficile, je vous avoue, mais il n'y a pas de question intermédiaire pour vous aider. Vous doutez qu'il va falloir essayer de faire un schéma. Faites un schéma pour voir, tiens, qu'est-ce qui se passe. Essayez de voir les deux référentiels dont il est question. Trouvez-moi le référentiel propre et le référentiel impropre, du coup. Et ensuite, essayez de me trouver delta TP ou delta TM et faites-moi le calcul. Hein, si vous en avez un, il faudra calculer l'autre. Forcément. Si déjà vous faites ça, ça sera génial. OK? Allez, c'est le défi pour jeudi. On voit qui c'est qui le relève. Bon, ben, du coup, je vous souhaite un bon appétit à tous, une belle journée ensoleillée, encore une fois. Et j'espère que tout va bien pour vous toujours. Voilà. Bonne journée. Merci à tous.